Ok les gars, Internet est en feu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre dernier épisode de la série d'investigation Becoming Brigitte. Et je sais qu'il y a tellement de questions en suspens. Est-ce que Brigitte Macron, la première dame de France, est le père biologique d'Emmanuel Macron? Nous entendons cela vraiment beaucoup. Où est la vraie Brigitte Trogneux? Comme je l'ai dit, beaucoup de gens ont des théories différentes. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous permettre de nous interroger, de nous poser des questions. J'ai entendu dire qu'il y avait des TikTokers qui avaient leur compte suspendu et banni pour s'être penchés sur la question. Donc soyez les bienvenus sur Becoming Brigitte. Je crois qu'il est sage de dire que mon interview avec Xavier Poussard a littéralement fait fondre Internet. En tout cas, elle a carrément fait fondre mon site internet, candaceowens.com, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'étaient pas encore complètement intéressés à la série avant. Mais après avoir vu la désormais célèbre montage photo des deux photos côte à côte, photo du jeune Jean-Michel prise à 18 ans alors qu'il était en école d'ingénieur à côté de l'actuelle première dame de France Brigitte Macron, et ils ont été légèrement secoués en comprenant que quelque chose probablement n'allait pas. Ok, on peut avoir une ressemblance vraiment très prononcée, presque ressembler à des jumeaux avec son frère qui est censé avoir, comme vous le savez, 7 ans de différence d'âge. Mais dans ce cas ici, il ne semble pas que ce soit ce dont il s'agit. Les preuves photographiques sont devenues instantanément, je le pense en tout cas, indéniables pour beaucoup de gens. Et donc on a beaucoup de gens maintenant qui font un petit peu marche arrière sur la série et qui se plongent dans la série et qui reprennent les épisodes depuis le début. Et d'ailleurs c'est ce que je recommande, ne regardez pas l'interview et puis ce dernier épisode, mais plutôt reprenez la série depuis le début. Parce que nous avons couvert tellement de sujets différents et vous ne pouvez seulement comprendre et cartographier les différentes identités en jeu dans cette affaire qu'en essayant de comprendre les personnages secondaires de cette histoire. Et c'est pour ça qu'on a pris notre temps pour faire cette série, parce qu'il est important que vous puissiez comprendre, mais qui sont les gens autour de ces personnes? Quel est leur réseau? Quelle puissance cela prendrait-il si vous vouliez créer des identités ou détruire des identités? Et nous y sommes arrivés. Nous y sommes enfin arrivés. Donc avant toute chose, faisons une petite marche arrière, jetons à nouveau un coup d'œil à l'arbre généalogique d'Emmanuel Macron. Et bien sûr, nous avons appris, et je vais le réaccentuer ici, qu'il ne semble pas être proche de ceux qui sont censés être ses parents biologiques ou ses frères et sœurs biologiques, du moins de la compréhension qu'on peut en tirer de sa propre autobiographie, où il n'a rien écrit à leur sujet, juste quelques phrases, mais en revanche, il avait tellement de choses à dire sur la famille de Brigitte, et seulement beaucoup à dire en termes de sa famille biologique à propos de sa grand-mère. Et je pense que la plupart d'entre nous soupçonnons, en tout cas moi je soupçonne, que ce papa et maman ne sont pas vraiment son papa et sa maman. C'est en tout cas ce que je ressens à propos de cette situation en ce qui le concerne lui. Vous savez, quand il décrit sa grand-mère, ah c'est elle qui m'a appris à faire du vélo pour la première fois. Et je trouve également un petit peu suspect, encore une fois c'est notre dernier épisode, donc nous pouvons commencer à émettre des théories, à nous poser des questions. Je trouve ça extrêmement suspect que les deux soient docteurs, que l'un travaille avec les enfants et que sa maman, dont nous ne comprenions pas vraiment quelle était sa mission au sein de la sécurité sociale, nous avons découvert qu'elle était en fait impliquée dans l'assistance aux personnes transgenres pour les aider à obtenir de nouvelles identités. Ce qui ne fait que renforcer notre sentiment de mal-être à ce sujet, à propos de cette nébuleuse qui les entoure. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est le cas vraiment curieux, étrange de sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement Manette. Nous savons qu'il n'y a pratiquement aucune photo d'elle disponible. La personne qui a élevé littéralement Emmanuel Macron, encore une fois, selon sa propre autobiographie, eh bien, on nous donne seulement que 2 photos d'elle. Pourquoi? Savons-nous même seulement si c'était son vrai nom? Elle était supposément elle aussi enseignante. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir des photos qui montrent son enfance? Est-ce que son vrai prénom c'était même Germaine? Peut-être avait-elle un autre nom qu'elle utilisait? Là, je vous conduis dans ma propre réflexion, les gars. Pourquoi n'obtenons-nous simplement que ces 2 photos? Comme je l'ai dit dans le passé, dans les précédents épisodes, nous nous en sommes tenus strictement aux faits. Mais aujourd'hui, nous allons nous permettre un petit peu plus de mouvement. Je soupçonne que beaucoup de gens sont parvenus, je pense, à la même compréhension que la mienne et qu'il pourrait être possible que toutes ces personnes aient des identités multiples. Si vous avez après tout quelqu'un dans la famille qui peut détruire des identités et créer des identités, pourquoi ne le ferait-il pas? Pourquoi ne pas utiliser cela à son avantage? Et je crois qu'il est aussi important de se projeter dans l'époque, parce que c'était un monde différent à ce temps-là. Essayez de vous imaginer des proches, des membres de la famille qui ont grandi pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale,
Là, on parle de personnes, d'êtres humains qui évoluent avec le temps, mais aussi géographiquement, physiquement, des gens qui se déplacent peut-être de nation en nation. En ces temps-là, il y avait des gens qui, pour traverser les frontières, cachaient leur identité ou changeaient leur identité, par nécessité, par besoin, par crainte de répercussions pour leur propre vie. Pour certains, il leur fallait parfois même changer leur identité, leur carte d'identité, aller se cacher dans certains pays. Eh bien, nous savons pour acquis que dans cette histoire en particulier des trogneux, malgré ce que l'on nous a vendu en tant que public, au moins un côté de la famille a changé de nom. Ou en tout cas, un membre de la famille a changé de nom. Et c'est un peu étrange que cette histoire ait été vendue aussi facilement au public à propos de la famille Trogneux sans que quelqu'un puisse ajouter dans l'histoire simplement qu'en fait, ils ont inventé le nom de ce type. Ok, donc intéressons-nous maintenant à la famille Trogneux. Brigitte Trogneux, d'où vient toute cette famille avant de s'être installée à Amiens et d'être devenue cette sorte de mafia? Parce que clairement, c'est à ça que ça ressemble. On dirait vraiment que la famille Trogneux opère comme une mafia. À ce jour, ils sont censés être une famille de chocolatiers, sont censés avoir cette gentille petite histoire, de background de leur histoire. Et ça, c'est en fait la publication la plus récente qui traite de leur histoire de famille que j'ai pu trouver dans un journal local d'Amiens. Cela a été publié en 1990, je pense que c'était peut-être 91, et c'était supposé annoncer la naissance d'un nouveau membre de la famille Trogneux. Et cet article, peut-être de 93, je ne suis pas sûre. En tout cas, cet article vous montre la lignée des pères de cette chocolaterie. Donc au début, vous avez un Jean-Baptiste en 1852, c'est lui qui dirigeait la boutique. Puis ensuite, vous avez Jean, puis vous avez Jean, puis vous avez Jean-Claude, puis vous avez Jean-Alexandre. Et la raison pour laquelle je vous montre cela, c'est parce que je voulais que vous compreniez que tous les hommes de la famille Trogneux ont le même premier prénom, Jean Trogneux. C'est significatif aussi parce que ça complique les choses, d'accord? Parce que s'ils disent par exemple que Jean Trogneux est vivant, il est bel et bien vivant, eh ben ça vous donne pas grande information. Parce que vous vous dites, est-ce que c'est le cousin Jean, est-ce que c'est l'oncle, le neveu, de quel homme de la famille Trogneux s'agit-il quand il parle de Jean Trogneux? Et pour être clair, la plupart d'entre eux ont plus d'un deuxième prénom. Ok? Donc revenons premièrement à cette publication. Si on peut récupérer cela, ce premier Jean Trogneux, Jean-Baptiste Trogneux, ça c'était un mensonge. Parce que son nom c'était pas vraiment Jean-Baptiste. Le premier Jean qui s'est installé à Amiens et qui a ouvert ce magasin de chocolat, son vrai prénom était en fait Marc-Étienne Xavier Trogneux. Donc c'est juste une partie de l'héritage qu'ils sont en train de décrire, qu'ils ont littéralement inventé. Et moi, je n'arrive pas à comprendre quelle est la raison ou l'objectif de ce mensonge. Encore une fois, nous savons de fait que son prénom était Marc-Étienne. Nous avons pu obtenir son certificat de naissance. Encore une fois, ce n'est pas un sujet qui est discuté. Donc là, la question, c'est juste de savoir pourquoi avoir déjà commencé la généalogie, l'héritage, avec un petit mensonge. Était-ce par rapport à la façon dont vous vouliez montrer la lignée Trogneux? Ou une raison ou une autre pour laquelle vous avez choisi de dire ce mensonge au public pour expliquer l'héritage de la famille Trogneux? Est-ce que pour volontairement rendre l'histoire plus complexe, vous vous êtes dit de toute façon, voilà, c'est simple, on va appeler tout le monde dans la famille Jean? Pour quelle raison? Quelle serait la raison qui vous aurait poussé à faire cette décision? Et même, pour être clair, les femmes de la famille ont aussi des deuxièmes prénoms masculins. Donc on va réafficher cette photo de famille. Vous savez maintenant la photo de famille tristement célèbre, celle où on nous dit que c'est Brigitte sur les genoux de sa maman, qui ne ressemble en rien du tout à Brigitte. Mais bon, on va faire comme si sur la photo. Cette photo, souvenez-vous, qui a été introduite au public par Mimi Marchand, cette femme à qui on ne fait pas du tout confiance. Et on peut voir que le deuxième prénom de Brigitte, en fait le prénom entier de Brigitte, c'est Brigitte Marie Claude Trogneux. Ce qui est assez intéressant parce que comme vous pouvez le voir, son papa n'a pas le prénom Claude dans son prénom. Mais on lui donne le nom de Claude pour une raison qui m'échappe dans son prénom. Son père c'est Jean-Georges Trogneux. Et ils ont un fils, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, qui a également le prénom Marie dans son prénom et son nom c'est Jean-Claude Marie-Joseph Trogneux. Ça fait beaucoup de noms, hein. En général on voit pas autant de prénoms à l'exception des familles aristocrates. Dans l'aristocratie, vous verrez 20 noms qui remontent pour montrer toute leur lignée. Jean, Claude, Marie, Joseph, Brigitte, Claude, Marie, Trogneux. Et puis, bien sûr, après, on a notre gars, hein, Jean-Michel, Henri, Trogneux. Ensuite, juste pour rajouter encore plus de confusion, les gens dans la famille Trogneux semblent épouser des personnes qui ont les mêmes prénoms que leurs frères et sœurs.
Donc bon, c'est peut-être pas hyper pertinent pour vous de prendre ça en considération, mais est-ce qu'on peut remettre la photo s'il vous plaît, parce que je veux juste continuer à la parcourir un petit peu. Vous voyez Monique Trogneux, là, sur la droite, elle a épousé quelqu'un qui a le même prénom que son frère. Elle a épousé quelqu'un dont le nom est Jean-Claude. Et puis Jean-Claude, Jean-Claude, qui est juste au-dessus, lui, il a épousé quelqu'un du même nom que sa petite sœur, à savoir Brigitte. Il a épousé quelqu'un qui s'appelle Brigitte. Une Brigitte qui est donc par la suite, suite au mariage, devenue Brigitte Trogneux. C'est tellement pratique et tellement déroutant. Et c'est pourquoi vous pouvez en quelque sorte vraiment aller creuser un petit peu là derrière. Et cela vous fera peut-être vous demander, tout comme moi je me suis demandé, si cette confusion est intentionnelle de leur part ou pas. Parce que si vous avez tous ces prénoms et que tout le monde a à peu près le même prénom et que ça se mélange, moi, mon cerveau me dit que ça vous rend très facile de pouvoir, voilà, vous déplacer à travers la famille et puis de partager les différentes identités. Par exemple, vous voulez obtenir une identité qui dit que vous êtes Claude Joseph, bah vous dites, bah oui, moi, dans mon prénom, il y a bien Claude Joseph. Encore une fois, je spécule ici, mais pour être clair, cette image-là, d'une façon générale, c'est pas une image avec laquelle je suis particulièrement à l'aise. Parce que comme je l'ai déjà mentionné, nous ne faisons pas confiance à Best Image. Nous ne faisons pas confiance à Mimi Marchand. Et la première fois que cette image a été présentée au public, elle a été donnée au public en étant donnée au producteur de documentaire qui a dit, souvenez-vous qu'elle avait l'impression de passer un interrogatoire avec la police. Virginia Linhart, vous vous souvenez d'elle, qui a dit qu'elle avait l'impression, souvenez-vous, que quand elle essayait de faire ce documentaire, elle a dit qu'elle n'avait jamais été interrogée d'une telle façon, qu'elle n'était pas autorisée à parler à certaines personnes, qu'on lui avait donné vraiment que très peu de photos, et que toutes les photos devaient être obtenues ou validées par Mimi Marchand. Donc c'est elle qui a donné toutes ces photos, c'est Mimi Marchand qui a donné toutes ces photos. Et l'histoire, dans les grandes lignes de Mimi Marchand, c'est d'être accusée de faux et d'extorsion. Donc moi je commence à me poser la question, c'est quoi la spécialité de Best Image finalement? Qu'est-ce qui justifie que ce soit eux qui aient eu toute l'exclusivité sur les photos du passé de Brigitte et qu'ils n'en aient partagé que quelques-unes? Est-ce que peut-être ils sont spécialisés dans Photoshop? Parce qu'il y a quelque chose, il y a plusieurs choses en fait qui me frappent, qui me marquent, qui me sautent aux yeux. Comme plusieurs personnes d'ailleurs l'ont souligné sur internet. Vous voyez cette fille sur l'extrême droite, la Monique Trogneux, regardez ses mains. Ça a l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec sa main? On dirait qu'il y a beaucoup trop de doigts. On dirait qu'elle a genre 6 doigts, dont 3 d'entre eux sont complètement qui bougent pas, quoi. Je sais pas, peut-être qu'elle faisait un signe à des gangsters, peut-être que Monique faisait partie d'un gang, je sais pas, peut-être, hein. Mais ça me semble quand même très bizarre. Et il y a un truc que je sais à propos de Photoshop, c'est que les gens disent toujours qu'il est incroyablement difficile de photoshopper les mains. C'est généralement à cause de ce détail que les gens se font prendre en train de photoshopper. Quand vous voyez tous ces scandales qui éclatent, vous savez, nous savions que Kim Kardashian avait photoshopé sa photo à cause de ses mains. Il lui manque un doigt sur sa main. Donc moi, j'en sais rien, j'ai pas d'explication. Encore une fois, je ne travaille pas dans cet espace, voilà, professionnel. Mais une chose est sûre, c'est que c'est incroyablement difficile de photoshopper les mains et les doigts. Et puis il y a le visage de Monique d'une façon générale. Dès que je l'ai vue, après avoir parcouru une si grande partie de l'histoire de Brigitte, j'ai réalisé, et nous pouvons remontrer cette photo, s'il vous plaît, de Monique. J'avais l'impression que Monique me paraissait familière. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce visage quelque part. L'histoire nous raconte que c'est donc une grande sœur, mais pour être honnête, moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à cette photo. Moi, je trouve que ces deux photos sont très très similaires et pourtant il s'agit de deux personnes différentes. Et peut-être vous vous dites comme moi, mais attends, c'est pas possible que ce soit deux personnes différentes là sur les photos. Et si vous vous demandez qui est la personne sur la photo de gauche, eh bien apparemment ce serait Brigitte Macron. Ils ont déterré cette photo sur France 3, ils sont tombés sur une vieille photo qui serait datée de 1989. Donc Brigitte Ozière, Brigitte, c'est une photo de Brigitte au moment voilà, où elle a commencé à enseigner. Et je trouve juste que ce visage est extrêmement familier. Mais bon, vous savez, les frères et les sœurs, les frères, voilà, ils se ressemblent, c'est pas grave. En fait, tu peux ressembler exactement à ta sœur, c'est possible, hein. Donc moi je me suis dit, ok, essayons de voir les photos actuelles de Monique, voir à quoi elle ressemble. Peut-être qu'elles sont toutes les deux sosies en fait. Elles sont toutes les deux vivantes aujourd'hui, donc ça ne devrait pas être vraiment difficile de trouver des photos de Monique. Et en fait, bah si, c'était très difficile de trouver des photos de Monique malgré son mariage avec un milliardaire ayant réussi dans l'automobile à Amiens. Et donc voilà, Monique Trogneux épouse ce gars, bon encore une fois c'est pas important pour vous de vous souvenir de ça, qui s'appelle donc Jean-Claude.
et qui possède une grande entreprise automobile, une super grande entreprise automobile en France. Le gars est super riche. Mais bon, elle a juste jamais pris photo de toute sa vie entière, à part cette photo. Pas de photo de mariage, rien. Et Xavier Poussard m'avait prévenu, parce que moi, je lui ai envoyé des SMS, je lui ai envoyé des textos, je disais, mais comment c'est possible? Je veux dire, allez, comment? C'est pas possible, cette histoire. Je veux dire, c'est pas possible. Comment tu peux épouser un milliardaire, épouser quelqu'un qui vit... Et puis, tout simplement, pas de photo. Non, il n'y a pas de photo. Je veux dire, genre, juste une photo de son mari. Alors, ok, je comprends la vie privée, la sphère privée, mais juste une photo, quoi. Et Xavier m'avait prévenu, il m'a dit, ne commence pas à essayer de creuser dans ces trous de lapin, là, parce que, à un moment donné, plus rien ne fait sens. Dès que tu vas commencer à vraiment t'intéresser à l'histoire et à regarder l'histoire, tu vas réaliser que rien de tout cela n'a du sens. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent vous rendre fou pour confirmer que ce qui devrait être des choses très basiques de la vie, eh bien pour une raison quelconque, ça devient impossible de le faire, impossible. Et malgré le rang social, voilà, les noms importants impliqués dans cette famille, leur proximité avec le pouvoir, eh bien il est pratiquement impossible de confirmer quoi que ce soit. Donc moi je voulais juste avancer, donc j'ai mis ce sujet de côté. Mais il y a vraiment quelque chose qui selon moi est très bizarre, qui fait aucun sens. Et j'aimerais inviter le public à se lancer dans ce mystère. Ok, donc beaucoup d'entre vous soupçonnez que ces familles pourraient être liées. Pensant peut-être que les Hozières, les Trogneux et les Macron seraient en fait tous de la même famille. Serait-il possible, certains d'entre vous ont demandé, que Brigitte Macron soit en réalité le père d'Emmanuel Macron? Alors pour être très clair, moi je n'avais jamais fait cette affirmation parce que je voulais garder cette série d'investigations extrêmement factuelles et m'éloigner autant que possible de mon instinct et être comme Xavier et ne m'en tenir qu'aux documents et aux choses que nous étions en mesure de confirmer. Mais il y a de toute évidence beaucoup de choses qui se passent ici, beaucoup de preuves qui suggèrent et qui pointent vers la conclusion que le secret serait en réalité bien plus grand que le simple fait d'avoir une femme transgenre. Je veux dire, essayez de faire un flashback et de vous souvenir ce que nous avons partagé ici, comme par exemple le moment où le président Emmanuel Macron a regardé sa femme pour obtenir des réponses basiques à propos du contexte biologique, de sa famille. Vous vous souvenez de cette scène dont on vous a parlé, qu'il parlait à un politicien et que le politicien lui a demandé elle habite où ta sœur? Je sais qu'elle est pas très loin, mais elle habite où? Et que Emmanuel se fige d'un coup et regarde Brigitte. Pourquoi tu ne sais pas où habite ta sœur? Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel? Comment se fait-il que nous ayons ce sentiment qui naît quand on vous regarde, de se dire que peut-être, je sais pas, peut-être que Brigitte serait autre chose ou plus que ta femme? Pourquoi est-ce qu'on a cette impression un petit peu comme si Brigitte lui tenait la main? Pourquoi a-t-on cette impression que tu as toujours eu la main tenue par des gens qui étaient plus puissants que toi? Nous savons définitivement, et nous l'avons démontré dans le dernier épisode, qu'il a eu sa main tenue tout au long de sa carrière par l'enfant David de Rothschild, une famille qui est connue et reconnue comme ayant pratiqué l'inceste, d'accord? Comment et pourquoi Emmanuel Macron s'est-il retrouvé si proche de Rothschild? Tellement proche que ses collègues disaient, mais attends, ce gars, il sait même pas les termes financiers, il connaît même pas les termes financiers, et pourtant il est devenu le plus jeune associé directeur de la société. Donc bien entendu, nous avons compris que quelle que soit la chose cachée derrière tout ça, David de Rothschild tenait la main d'Emmanuel Macron pour l'amener là où il souhaitait l'amener, et qu'on se moquait même de lui dans les réunions parce qu'il ne connaissait absolument rien au sujet des finances. Pourquoi David de Rothschild a-t-il veillé à ce que Emmanuel ne lui lâche jamais la main? Le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux, parce que ça reste dans la famille. Ça, c'est une citation directe de la cousine de David de Rothschild, Nathalie Rings de Rothschild. Alors, pour que ce soit clair, je vais vous passer un extrait où on la voit dire ces choses. Et comme on faisait très souvent dans ces familles-là, vice is nice, but incest is best, because it stays in the family. Elle l'a même dit en anglais, elle est passée direct du français à l'anglais, elle a dit exactement ça. Ça se passe comme ça dans la famille, le vice c'est sympa mais l'inceste c'est meilleur. Et puis il y a eu une biographie écrite par l'auteur Nathalie Livingston qui s'intitulait Les femmes de Rothschild, qui révélait en quelque sorte le désir maniaque qu'avait la famille de Rothschild de maintenir sa fortune et son pouvoir dans le monde. Un désir qui était tellement maniaque qu'ils ont pratiqué l'inceste familial. C'est tout simplement indéniable, c'est un fait. Et soi-disant, il n'aurait fait cela seulement que jusqu'au moment où ce n'était plus socialement acceptable, donc à peu près jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc juste avant d'entrer dans cette histoire de la famille Trogneux, ce qui est tout simplement incroyable.
Ils ont dit non, non, là on s'arrête, on fait plus ça, on fait plus ça. Hein. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Nathalie documente le fait que la raison pour laquelle il faisait ces choses, c'est que c'était la volonté du maire de Rothschild, qui s'appelait Amschel Rothschild, le maire Amschel Rothschild, et elle dit, donc je cite, « Tout remonte à cette volonté ». Dans laquelle le maire Amschel Rothschild a dit qu'il n'y avait rien de plus important que la famille, et cela sous-entendait à n'importe quel prix. Il s'agissait de préserver l'unité de la banque et l'intégrité du nom. Il n'y a aucune question sur le fait que l'endogamie ait été largement répandue. Par exemple, il y a un large nombre de problèmes mentaux dans cette famille. Et je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de corrélation entre les matchs potentiels d'endogamie et les problèmes de santé mentale. Elle décrit ensuite la façon dont cette mentalité était tellement forte dans la famille que n'importe quelle femme qui sortait de cette tradition, on va dire, de la famille et qui épousait quelqu'un qui n'était pas de la famille était maudite, littéralement maudite, parce que elle n'avait pas épousé son cousin, son oncle, son frère. Donc bien sûr, quand on voit ces choses, notre cerveau commence un petit peu à s'égarer et puis on commence à penser naturellement oh, pourquoi David de Rothschild a-t-il arraché Macron? Un gars qui, selon ses collègues, ne savait même pas ce qu'étaient les Bibdas. Et pourtant, David de Rothschild a décidé de faire de lui le plus jeune directeur associé de la société, dans l'histoire de la banque. Le but d'une banque, c'est de faire du profit. Si tu es un Rothschild, tu veux forcément faire du profit. Et bien sûr, si tu veux t'assurer d'une façon d'une façon maniaque que ton pouvoir ne se perde pas dans le monde, la dernière chose que tu vas faire, c'est embaucher un gars qui vraisemblablement n'y connaît rien à rien et essayer de lui faire gravir les échelons. En faisant cela, vous ne feriez que sortir de cet objectif évident de vouloir faire de l'argent, sauf s'il y avait quelque chose de plus important que l'argent pour toi. Et ce serait le pouvoir. Et vous ne le feriez que si le népotisme persistait. À mon avis, en tout cas. C'est genre, je te fais gravir les échelons parce que tu es lié à moi. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est que cette banque et quoi que ce soit qu'il lui donnait à faire était maintenu dans la famille. Donc vous donnez un job à quelqu'un pas parce qu'il est qualifié pour le travail, mais parce qu'il fait partie de la famille. Comment et pourquoi David de Rothschild est-il devenu si proche de la famille Macron, des docteurs et de la famille Trogneux, des chocolatiers? Comment? Eh bien, je peux vous dire, et encore une fois, on reste purement spéculatif. Mon imagination m'amène à me dire que voilà, s'il y avait une relation familiale dans cette histoire, le fait que ce soit peut-être son père, ce serait trop évident. Alors peut-être qu'on se dit, peut-être qu'un oncle, voilà, ça passerait. Tu vois, un oncle qui agresserait un enfant, bon, voilà, c'est ce que mon cerveau, c'est le cheminement que fait instantanément mon cerveau. Et en fait, les gars, vous allez pas me croire, mais ce modèle, cette façon de faire, d'avoir des noms similaires dans chaque famille, et d'avoir les membres de la famille qui s'appellent pareil, eh bien, ça s'étend également à la famille Macron. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de photo connue à ce jour d'Emmanuel Macron avec ses parents pendant qu'il grandit. Ce qui est fou, Nous savons que son père, en tout cas la personne qui nous dise être son père, son nom, bien sûr, est Jean-Michel Macron. Mais il y a un autre Jean-Michel que nous n'avons pas encore mentionné. Et c'est peut-être le plus important. Oncle Jean-Michel. Donc, rajoutons-le à l'arbre généalogique d'Emmanuel pour que vous puissiez avoir un visuel ici, ok? Donc, son père est Jean-Michel, sa mère est Françoise Noguès. Eh bien, Françoise a un frère. Ou plutôt avait un frère, parce que comme vous pouvez le voir, il est décédé en 2006. Son prénom, c'était Jean-Michel. Ok, bon, forcément, ça a attiré mon intérêt, quoi. Encore une fois, je vais essayer d'aller creuser dans le terrier, parce que moi, je veux juste essayer de comprendre, mais qui est qui? Ils ont tous les mêmes prénoms. Donc, il est le frère du docteur Françoise. Vous savez, celle qui aide les personnes transgenres à obtenir des nouvelles cartes d'identité, ok? Super. Elle qui avait également souligné que Brigitte n'était pas sa belle-fille. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle est pour toi, alors? Ok, continuons à creuser, dans le terrier. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas suivi les cours normaux du catholicisme. Il n'a pas été baptisé quand il était enfant. En fait, ses enfants ne sont pas vraiment religieux. Il a fait le choix lui-même d'être baptisé à l'âge de 12 ans, alors qu'il était à l'école La Providence. Donc juste 2 ans avant de rencontrer l'amour de sa vie, incroyable, hein. Juste avant de rencontrer l'amour de sa vie, il a décidé de prendre cette décision.
il a pris la décision de passer par le baptême. Et c'est une chose bizarre, enfin non, pas bizarre, c'est une chose remarquable. C'est une chose remarquable pour un enfant de 12 ans à faire sans aucune surveillance parentale. Et ce qui est intéressant et que nous n'avons pas encore mentionné avant, c'est qu'il a choisi son oncle, Jean-Michel, pour être son parrain. Et le baptême, vous savez, c'est pas censé être juste un acte de vanité. Je sais qu'aujourd'hui ils le sont devenus. Je vais choisir un parrain, voilà, une marraine. Et puis en fait, bon, j'ai aucune foi en Dieu, aucune foi en la religion, mais bon, je pense juste que ce serait cool, quoi. C'est un peu l'interprétation moderne du baptême aujourd'hui, quoi. Mais ça a en réalité une signification spirituelle importante. Cette personne est censée être sélectionnée pour être la personne qui vous guidera spirituellement tout au long du reste de votre vie si quelque chose arrivait à vos parents. C'est une personne à laquelle vos parents feraient confiance pour vous guider spirituellement pour le reste de votre vie. Et Emmanuel Macron a choisi Jean-Michel Noguès, son oncle. Ok, donc je vais vous lire un passage directement du livre de Xavier Poussard. Et il a écrit, je cite, « Un personnage en particulier a retenu mon attention. C'est l'oncle maternel d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Noguès. Il était important. Emmanuel Macron l'a choisi comme son parrain quand il a décidé de se faire baptiser. Le rôle de la marraine, de toute évidence, est tombé entre les mains de Manette. Il est né le 25 décembre 1940 à Nevers et est décédé le 6 octobre 2006 à Amiens. Michel Noguès n'était pas un simple médecin généraliste. Il était un membre éminent du conseil d'administration de la faculté de médecine d'Amiens, comme l'indique sa nécrologie publiée par ses collègues dans le Courrier Picard. Il était également le président de Domus Medica, une société civile immobilière, rassemblant de nombreuses organisations professionnelles de santé locales. Donc c'est un homme important, c'était quelqu'un d'important cet oncle Jean-Michel. Il a dû certainement être photographié quelque part. Peut-être une photo de lui et d'Emmanuel le jour du baptême. Peut-être à la Providence, je sais pas. Peut-être le jour du mariage d'Emmanuel Macron. Alors je sais pas, peut-être qu'on peut trouver une photo du gars dans le cercle médical. Et vous n'allez pas y croire les gars. Enfin si, bien sûr que vous allez y croire. Bon, alors tout d'abord, soulignons au passage qu'il est décédé en 2006, l'année juste avant qu'Emmanuel Macron ne se marie avec l'amour de toute sa vie, Brigitte. Et en ce qui concerne les photos, bien sûr, Xavier Poussard a tenté de les obtenir. Il est même spécifiquement allé dans les archives de la faculté de médecine où Jean-Michel, l'oncle, a travaillé à Amiens et s'est bâti une réputation si remarquable. Et devinez quoi ? Pour une raison quelconque, ils ont refusé la demande. Donc nous n'avons pas de photo de lui. Il est mort en 2006 et nous n'avons aucune photo de lui de quand il était vivant. Alors qu'il était manifestement extrêmement actif dans la vie d'Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi Emmanuel ne lui a pas consacré un chapitre entier, son oncle, dont il était si proche spirituellement, son chef. C'est pas quelqu'un qu'on oublie, ça, la personne qui, selon vous, va vous parler spirituellement, qui va vous guider tout au long de votre vie. Vous qui fréquentez une école catholique, vous connaissez bien entendu la signification de ces choses. Alors pourquoi l'avoir choisi? Ça ne veut rien dire, ça veut rien dire les gars, ça. Ça peut ne rien vouloir dire, ça peut vouloir tout dire, encore une fois. Tout cela démontre la nature incroyablement secrète, inutilement secrète, qui entoure cette famille. Des gens qui existent sur le papier, hein, ce sont des vrais gens, et qui n'existent pas en photo. Et puis ils finissent par disparaître. Bon. Et il faut s'imaginer que, du coup, ce Jean-Michel aurait vécu à Amiens, en même temps que Jean-Michel Trogneux aurait vécu à Amiens, tout au long de son mariage avec la femme qu'il a épousée. Son nom m'échappe. Oui, Véronique Dreux. Et ils sont tous là, avec tous leur même prénom, dans cette petite communauté. Il faut s'imaginer, essayer de se mettre ça en tête. Ils sont tous là en même temps, mais bon, qui sait, ils sont là, ils sont plus là, ils disparaissent comme ça, dans les airs. Et d'ailleurs, vous savez, ils ne discréditent, ils ne démystifient rien hein, quand vous leur posez des questions. Quand on leur dit, bah, tu peux juste clarifier, est-ce qu'on peut juste avoir une photo pour clarifier ce point-là? Non, à la place, ils attendent que tous ceux qui enquêtent sur cette histoire fassent une petite erreur et puis ils poursuivent les gens. Faites la moindre erreur pendant que vous posez des questions significatives et vous allez être poursuivi si vous vivez en France. Ou pire encore, vous pouvez être mis en prison. Il y a des gens qui ont été emprisonnés pour le simple fait d'avoir enquêté sur cette histoire. Des gens qui ont été arrêtés pour avoir enquêté sur cette histoire. Et Xavier, en cela, a raison. Tout cela, c'est juste pour rendre le monde fou. En essayant d'amener les gens à se perdre de terrier à creuser à terrier en creuser. Et d'ailleurs, en parlant de terrier à aller creuser, on devrait peut-être parler un peu plus du petit potelet, là, le petit gros, comme l'appelle Xavier. Vous savez, celui qui a récemment été présenté par les médias comme preuve que Jean-Michel Trogneux existe.
Vous savez, je veux être vraiment très claire. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'un Jean-Michel Trogneux existe. Aucun doute sur le fait qu'un Jean-Michel existe à Amiens. Il semble que c'est juste, de toute façon, le nom que tout le monde porte là-bas. Jean-Michel. Alors franchement, vous allez pas beaucoup me choquer si vous me dites qu'on a trouvé un Jean-Michel. Ouais, j'en ai trouvé au moins 10, moi, des Jean-Michel, alors. Alors là, vous vous dites sûrement comme moi, mais alors Candace, mais attends, il y a trop de Jean-Michel, là. Dans tous les côtés de cette famille, il y a des Jean-Michel. Alors du coup, moi, je comprends plus rien à cette histoire. Je sais plus à qui faire confiance. D'accord, mais nous devrions au moins essayer de comprendre qui est ce petit gars potelé, ou s'il est même bien un Jean-Michel. Ce Jean-Michel qui est représenté sur la photo initiale de la famille Trogneux. Ok, donc revenons à notre histoire plus en détail et essayons d'identifier le petit gros, petit gars potelé. Il est important que je vous rappelle que le public dans cette histoire est vraiment manipulé, trompé, d'une façon si extrême que ça ferait même rougir Sigmund Freud, qui était vraiment le père de la tromperie, le père de l'abus mental sur les petits-enfants, mais bon bref, on en parlera un autre jour. Ce serait tellement facile de juste présenter quelques photos de l'actuelle première dame tout au long des années 80, ou peut-être des photos d'elle avec son frère Jean-Michel à n'importe quel moment. Ce serait tellement simple, ne laissez pas les médias vous rendre fous, c'est exactement le contraire. Ce sont eux qui sont fous en n'amenant pas cette histoire à une fin, en produisant des preuves simples et évidentes. Même s'ils arrivaient à trouver des photos de ces années où elle était très active, photographiquement active d'elle en tant que jeune professeure et qu'on trouvait une photo où elle était avec Jean-Michel, une photo d'une réunion de famille, je dirais ok, cool, ok, ça passe très bien. Mais il n'y a eu qu'une seule photo de réunion de famille significative que j'ai pu trouver depuis cette fameuse photo de famille, celle qui a été prise dans les années 50 à Amiens et qui a été publiée en 1991. Et cette deuxième photo a été publiée dans un magazine allemand et je vais vous la montrer maintenant. Vous pouvez voir, là en bas à droite, nous avons Brigitte, donc Brigitte Osière. Et il manque sur cette photo, il manque Jean-Michel. Il n'y a pas de Jean-Michel sur cette photo. Et cette photo représentait prétendument toute la famille qui se réunissait pour célébrer le 50e anniversaire de mariage des parents, donc du père Jean-Georges Trogneux et de sa femme Simone. Alors pourquoi n'y a-t-il pas tous les frères et sœurs en vie sur cette photo? Il semble que ce soit un événement à pas manquer quand même, hein. C'est le genre d'événement où on pourrait facilement se dire que tous les frères et sœurs sont présents. Parce que qui manquerait le 50e anniversaire de mariage de ses parents en 1991. Nous savons que Jean-Michel n'est jamais mort, sur le papier en tout cas, d'accord? Il n'est jamais mort sur le papier. Il est toujours vivant, selon Brigitte Macron. En revanche, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, quelle est sa carrière, ça personne ne le sait, personne ne le sait. Il nous est dit dans un livre par un journaliste, une journaliste qui a trouvé ça très suspect que quand elle est partie pour enquêter sur cette affaire, on lui a répondu à Amiens que non, c'était un gars assez privé, qui n'avait jamais quitté Amiens, qui joue aux cartes, avec ses amis, et nous sommes juste censés croire ça, qu'il n'a jamais quitté Amiens après son divorce avec Véronique Dreux. Donc maintenant, il est juste comme étant un peu à la retraite, il joue aux cartes dans un café avec ses amis, bon, ok. Mais concrètement, personne ne sait vraiment ce qu'il a fait. Alors les questions ont vraiment atteint leur paroxysme parmi le public français quand ils ont réalisé que pour une raison quelconque, ce frère-là avait en quelque sorte été exclu de l'histoire de Brigitte. Et puis voilà maintenant qu'on leur dit que lui et Brigitte étaient tellement proches que lors de son mariage, c'est elle qui a signé, vous savez, ce mariage très privé avec Véronique Dreux, c'est elle qui a signé comme témoin. Et aussi à son mariage à elle, c'est lui qui était son témoin. Alors les gens se disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Et donc tout d'un coup, les médias ont dû commencer à inventer des réponses. Et la réponse qu'ils ont fournie, c'était « Oh, mais c'est le petit gars potelé là, sur l'image ». Comme j'en ai discuté avec Xavier Poussard, on nous dit que ce type est extraordinairement discret, il reste privé sur sa vie privée. Et donc là, c'est le petit Jean-Michel qui a tout grandi. Et donc je peux déjà tout de suite vous donner la réponse à la question que vous vous posez quant au logiciel, vous savez, d'analyse faciale validé par le World Economic Forum, qui dit non, ça c'est pas le Jean-Michel qu'on recherche. Le petit garçon, vous savez sur la photo, je peux vous montrer le match ici. Le match, le taux de confiance est à 54%. Et Xavier m'a expliqué, juste pour être clair au niveau des lunettes,
que le logiciel, la technologie du logiciel ne veut pas vraiment que vous utilisiez des personnes qui portent des lunettes ou des lunettes en général en fait. Soit l'une, soit l'autre photo, c'est pas idéal. Ils essaient de faire attention à ça parce que parfois ça apporte une certaine ombre sur le visage. Mais bon, vous pouvez quand même voir, là je vais vous le remontrer, on parle d'un taux de confiance d'un match de 54% sur le petit potelet. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, ce serait quand même plus facile plutôt que d'avoir à utiliser le logiciel, si tout simplement le palais de l'Élysée voulait bien sortir de son silence et dire « Oui, on confirme, c'est bien le Jean-Michel Trogneux, le même que celui que vous cherchez, le même que celui qui est sur la photo. » Cette photo de famille de 1953 à Amiens, c'est tellement facile à dire, mais c'est pas leur truc, c'est pas leur truc. La clarté, c'est pas leur truc, la facilité de preuve, c'est pas leur truc, chut, 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 sois tranquille, menace et fais un procès. Ça, c'est plutôt leur truc, ouais. Donc, au lieu de ça, juste pour être clair, dans la lettre initiale qu'ils m'ont envoyée, vous savez, cette fameuse lettre de 100 pages, où ils ont eu une opportunité vraiment pour me dire « Ne publie pas ta série parce qu'on vous dit que ce Jean-Michel que tu cherches, ce petit garçon-là, il est bien vivant. » Et ils auraient juste pu me fournir quelques photos de ces années disparues, les missing years, comme on dit. Mais non, ils n'ont pas saisi cette opportunité. À la place, ils ont décidé de m'envoyer des petites captures d'écran du petit gars potelé à l'investiture d'Emmanuel Macron. Non mais regardez, ça c'est ce qu'ils m'ont envoyé, c'est exactement le langage qu'ils ont utilisé dans la lettre. De plus, Jean-Michel est récemment apparu en public. Il a assisté à l'inauguration à l'investiture de 2017 et de 2022 du président Emmanuel Macron. Pendant ton apparition du 12 juin 2024 sur l'émission de Piers Morgan Uncensored, tu as fait un pari avec Piers Morgan de 100 000 $ qu'il serait incapable de trouver une photo de Jean-Michel Trogneux, impliquant que cela réfuterait vos fausses affirmations. Ci-dessous sont des images accessibles au public de Jean-Michel Trogneux tirées de vidéos de l'investiture du président Macron en 2017 et en 2022. Vous verrez que Jean-Michel n'est pas seulement présent, mais qu'il est également présent aux côtés de Brigitte Macron. Il s'agit là de la preuve concluante que vous recherchiez pour réfuter vos affirmations. D'accord, ok, donc ça c'est super. Non, remettez la photo une seconde s'il vous plaît. C'est juste incroyable pour plein de raisons différentes. C'est incroyable que le palais de l'Élysée, plutôt que de nous donner un document, un passeport, voilà, avec les informations sensibles noircies, moi peut-être un permis de conduire ou quoi que ce soit, voilà, qui serait une forme de photo d'identité un petit peu officielle, quoi. Ou juste peut-être une photo de qui grandissaient ensemble. Parce que c'est bien là le fond du problème. Non, ils m'envoient des captures d'écran de l'inauguration avec un gars comme ça en arrière-plan. Et oui, ça y est, c'est tout démystifié. Jean-Michel existe. Comme je l'ai dit, il y a genre 27 Jean-Michel. Alors j'ai aucun doute sur le fait qu'un Jean-Michel Trogneux existe quelque part à Amiens. Il y en a probablement 20 même. Mais bien sûr, ils ont dû me prendre pour une imbécile, Sauf que moi, j'ai déjà compris leur petit jeu. Vous savez, les noms, et puis tout dépend de la façon dont vous allez leur formuler vos questions. Ça ne veut absolument rien dire de me dire qu'un Jean-Michel existe. En revanche, cela signifierait tout s'ils étaient capables de prononcer une réponse claire, mentionnant clairement qui est ce Jean-Michel. Et c'est la façon dont nous avons procédé avec eux. Nous leur avons posé vraiment des questions claires afin qu'il n'y ait aucun malentendu possible. Et on leur a dit que s'il y avait une évidence claire, nous publierons un démenti. Nous avons écrit parce que les Macron questionnent en fait l'essence des opinions et du rapport de Candace. Nous aimerions leur offrir l'opportunité de pouvoir présenter leur version de l'histoire et de clarifier les rumeurs dans la presse. Pour ce faire, nous vous offrons la date et l'heure de votre choix pendant les mois de janvier, février et mars 2025 pour une interview entre Candace et vos clients. Candace, son producteur et son vidéaste, voleront jusqu'en Europe et prévoiront un traducteur, un studio dans lequel les Macron pourront répondre aux questions. Comme vous le savez, la première façon de remédier à une plainte pour diffamation, c'est l'atténuation en utilisant des opportunités disponibles pour contredire ou corriger l'erreur qui a été faite afin de minimiser l'impact sur la réputation de ce que l'adversaire aurait prétendu. Nous vous offrons donc cette opportunité. Pour faciliter cette interview, nous vous offrons les questions suivantes en avance. Donc on leur a donné cette opportunité des semaines avant de commencer la série pour répondre à une question spécifique sur Jean-Michel à l'inauguration. Et voici la question que nous leur avons posée. J'attire votre attention sur la question numéro 3.
Est-ce que l'homme que vous avez montré à l'inauguration du président Macron de 2017 et de 2022 est le même individu qui est pris en photo à l'extrême gauche de la photo de famille des Trogneux prise à Amiens? Et ouais, je suis bien au courant de vos petits jeux. Alors allez pas m'embrouiller avec vos prénoms. Dites-moi juste s'il s'agit de la même personne. Et bien sûr, les gars, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ils ont eu suffisamment d'énergie et de frustration en eux pour écrire une lettre de 10 pieds de long, et puis de nous dire que c'était un mensonge, et nous leur avons donné une piste de 2 semaines, nous leur avons donné, voilà, un espace de 2 semaines pour dire, mais donnez-nous simplement un oui ou un non. Et je vous promets devant Dieu sur la vie de mes enfants, que s'ils avaient répondu et dit oui, c'est bien lui, c'est la même personne, alors je partagerai bien entendu cette information aujourd'hui, parce que moi je suis pas intéressée pour aller creuser à droite et à gauche comme ça pour rien, juste dans l'objectif éventuel de faire tourner un petit peu la machine de la théorie du complot. Non, il y a quelque chose vraiment qui va pas avec cette famille. Et peut-être même que le plus gros problème avec cette famille finalement c'est leur refus catégorique de répondre à des questions de base, tout en prétendant qu'ils sont victimes de ces mêmes questions. C'est purement et simplement de la mauvaise foi en action. C'est de la mauvaise foi. Donc, n'ayant reçu aucune réponse de leur part, et puis eux devenant tout d'un coup extrêmement silencieux à propos de ces questions extrêmement basiques qui nécessitaient juste un oui ou un non, nous avons donc finalement essayé par nous-mêmes d'identifier ce gars. Avec la séquence de l'inauguration, quelle est cette capture d'écran qu'ils nous ont donnée? Dans leurs annotations, ils nous ont donné un lien YouTube avec des heures de séquences de l'investiture, et nous avons décidé de le parcourir. Ok, l'équipe juridique du Palais de l'Élysée, on va relever le défi et on va regarder tout cela. Peut-être qu'il y a un genre d'ambiance familiale qu'on va pouvoir réussir à capter finalement dans cette séquence. Hein. La première chose que je dois noter, c'est que dans ces 2 investitures, Jean-Michel n'est pas aux côtés de sa famille pendant le discours. À aucune des 2 investitures. Le voici à l'inauguration de 2017. Donc voilà, vous le voyez à l'image, il est un petit peu au milieu perdu d'un groupe de prêtres. Et quand vous regardez la séquence, vous voyez que la famille marche en même temps, tous ensemble, alors que voilà, ils descendent et puis qu'ils disent bonjour aux gens. On voit même Laurence qui est la prétendue fille de Brigitte, voilà, qui lui parle brièvement. Et voilà, alors qu'il descend, qu'il salue les gens, hop, vite fait, 2 petits bisous sur la joue et puis bye. Mais le gars n'est pas avec sa famille. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'il est arrivé en retard, hein, ou peut-être qu'il est juste arrivé en retard. Et puis bon, il s'est fait accompagner, voilà, dans la foule. Mais ça peut pas se produire 2 fois, ok? Pas 2 fois en retard. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que Jean-Claude, donc son prétendu grand frère, avec qui il n'était pas, voilà, avec qui il ne se tenait pas debout pendant l'investiture, était également présent. Et Jean-Claude, au déjeuner qui a suivi le discours, était assis à une table avec ses frères et sœurs. Jean-Claude était assis avec Brigitte. Voici une photo où on les voit se déjeuner. Mais il n'y a pas de Jean-Michel. Pas la personne, en tout cas, qu'il prétendre dire être c'est Jean-Michel. Il n'était pas assis avec ses frères et sœurs. Et donc, c'est écrit dans la légende en français. Et ça a été publié en 2023. Assez intéressant d'ailleurs dans Paris Match. Et donc, ils ont fait allusion à la famille Trogneux. Et ils n'ont pas mentionné que Jean-Michel, comme ils nous le prétendent maintenant, était à cette inauguration, mais il n'était pas assis à cette table avec ses proches. Il n'était pas assis avec son frère, il n'était pas assis avec Brigitte. Et donc, il est écrit dans la légende, à la table de Brigitte, son frère aîné Jean-Claude, à droite, et ses proches. Ok, c'est intéressant, hein. Peut-être qu'il avait juste besoin de prendre un peu l'air. Ou peut-être qu'il en avait marre d'être assis, ou peut-être qu'ils ont une relation étrange. Mais laissez-moi vous dire que ça va devenir encore plus bizarre à l'investiture de 2022. Parce qu'en étudiant les différentes images, je vois encore une fois que Jean-Michel ne se tient pas auprès de sa famille pendant le discours. Est-ce que peut-être il était encore en retard? J'en sais rien, les amis, j'en sais rien. Et je vous montre ceci parce qu'encore plus bizarre, c'est que quand Emmanuel a fini son speech et fait la marche, vous savez qu'il descend, qu'il salue les gens, il s'arrête à la section de la famille. Et on voit qu'il fait vraiment l'effort d'embrasser, de faire un câlin, de prendre dans ses bras chaque membre de la famille du côté de Brigitte. Et donc on voit que c'est intentionnel, probablement pour la communication. Il s'arrête, il prend le temps d'embrasser, de serrer dans ses bras tous les membres de la famille. Non mais regardez-moi ça, moi, oh, je t'aime, on va prendre du temps, on va trouver du petit temps, on va se voir, on va se retrouver. On a Tiffen là qui a l'air vraiment très fier de lui. Maintenant il marche avec personne, mais bon, ce gars-là, je sais pas trop exactement qui c'est, mais bon voilà, il y a des neveux, il y a des cousins. En tout cas, on voit clairement qu'il s'agit ici de la section familiale.
Et juste vraiment pour être clair, ce sont les deux côtés de la famille qui se trouvent dans cette section. Il ne s'agit pas seulement de la section de la famille d'Emmanuel Macron, on y voit de toute évidence également la famille de Brigitte. Et je vais laisser l'image continuer parce que c'est important que vous puissiez vous-même reconnaître les différences ici. D'ailleurs, si vous voulez regarder ça par vous-même, c'est à la minute 43 dans la cérémonie d'investiture. Donc il continue à parcourir la famille. Là, vous voyez Laurence, une autre enfant de Brigitte, ses enfants. Et juste derrière, vous avez celle qui est censée être sa mère biologique, le docteur Françoise, celle qui passe son temps à aider les personnes transgenres à obtenir des nouvelles cartes d'identité. Bon, bref, c'est clairement la section de la famille. Ok, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, la personne qu'ils disent être Jean-Michel, pour quelque raison que ce soit, encore une fois, ne veut pas se tenir aux côtés de sa famille. Si on fait un petit peu avance rapide, donc ça, à nouveau, c'est le marquage 43, la 43e minute, mais si vous allez un petit peu en avance, et que vous avancez jusqu'à la 51e minute, vous allez le voir enfin s'approcher de Jean-Michel. Et il y a quelques trucs que je vais vous souligner. Alors, n'oubliez pas, ça c'est la capture d'écran que l'équipe juridique a eu l'audace d'envoyer et de dire, mais elles sont dans le même cadre, sur la même photo, on voit bien Brigitte à côté, c'est dans le même cadre. Ce qu'ils ont oublié de préciser en revanche, c'est que Brigitte l'a complètement ignoré. Complètement. Elle ne va pas dire un seul mot à l'individu qui est censé être son frère. On va regarder ça ensemble et regardez à quel point c'est gênant, la réaction d'Emmanuel Macron est gênante. Donc, vous voyez, là c'est son frère, là c'est celui qui est censé être Jean-Michel. Bon, on a bien compris évidemment qu'ils répondront pas à la question, mais bon, ça c'est celui qui est censé être son frère. Enfin, en tout cas, celui qui veut nous faire croire qui est son frère. Regardez, ils disent rien du tout. Oh, Brigitte ligne. Oh, le cadre, hein, où elle est censée être dans le même cadre que son frère. Mais elle lui dit même pas un mot. Est-ce que tu peux revenir juste un petit peu en arrière? Regardez, parce que j'ai pas inventé ça. Hein. Regardez juste ce qui se passe. Regardez, elle lui passe juste à côté sans rien dire. Mais qui ferait ça à son propre frère le jour de l'investiture de son mari? Emmanuel Macron, maintenant. Moi, j'ai l'impression que si j'étais en présence de mon beau-frère, j'aimerais avoir l'impression que je dois d'abord aller vers lui. Et là, Emmanuel, il est genre, ok, ouais, non, je dois faire quelque chose, là, je dois dire un petit truc. Là, un petit bisou, voilà, amical, au revoir, et ça, voilà, c'est tout. Ok, faisons pause maintenant sur ce magnifique cadre, histoire de voir avec qui il se tenait debout. Marc, est-ce que tu peux faire un petit marche arrière sur le plan? Vous voyez le gars, là, juste derrière, le gars avec qui il se tient debout? David de Rothschild. Jean-Michel était avec David de Rothschild. Moi, je suis vraiment stupéfaite par cela, hein. Parce que, à ma connaissance, Jean-Michel n'a pas eu de carrière dans le secteur bancaire, hein. C'est une carrière dans la pâtisserie qu'il a eue. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité, puisqu'il est censé appartenir à une famille de chocolatiers, ça paraîtrait faire plus de sens. Lui qui n'a jamais quitté Amiens, lui dont on ne trouve aucune preuve qu'il ait quitté Amiens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa relation avec David de Rothschild? Pourquoi se tient-il là avec lui? Et puis, s'il vous plaît, essayez d'expliquer. Enfin, moi, je veux dire, je suis juste là. Je veux dire, moi, je suis un vieil homme, voilà, ma vie est marquée et tout. Mais toute ma famille se tient là-bas, ensemble, ils sont tous ensemble. Et moi, j'ai décidé de pas aller m'asseoir à leur table, de pas me tenir avec eux, dans le carré familial, mais d'être juste là tout seul, avec la sécurité et David de Rothschild. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes convaincus que c'est un membre de la famille? Non, encore une fois, Brigitte ne veut pas, non, elle veut pas Jean-Michel à sa table. Alors ils étaient tellement si proches pourtant quand elle s'est mariée avec André Louis. Ils étaient tellement proches. Non, s'il te plaît, j'ai besoin que ce soit toi qui sois mon témoin. Et puis quand il s'est marié avec Véronique, ça a dû être vraiment une énorme dispute familiale qui fait qu'ils en sont là. Qui a abouti au fait que même pendant l'investiture, elle ne veut pas qu'il se tienne aux côtés de sa famille. Ça a dû être juste une dispute familiale d'un désastre absolu. Et encore une fois, qu'est-ce que les deux Rothschild ont à faire avec Amiens? Moi, je trouve juste qu'il y a un espèce de thème récurrent extraordinaire ici. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, malheureusement, les gars, je peux pas répondre à ces questions pour vous. Et Xavier Poussard ne le peut pas non plus pour l'instant. Mais ce que cela signifie, c'est que pour la première fois, au lieu que ce soit le monde entier qui se laisse dire par les médias grand public, les médias mainstream, ce qu'ils doivent penser et d'être absolument, trompés par les médias grand public, forcés à croire qu'il n'y a rien du tout dans cette histoire et puis que la pauvre Candace elle souffrait de psychose postpartum en voulant examiner toute cette histoire. Non, maintenant des millions et des millions de personnes à travers le monde vont se pencher sur l'histoire. Des millions ont regardé cette série, des millions envoient des courriels, des millions enquêtent.
Et quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Quelqu'un, quelque part, a vu quelque chose. Quelqu'un, quelque part, peut trouver une photo de Jean-Michel. Non pas dans les archives des centres médicaux dans lesquels il a travaillé tout au long de sa vie et son illustre carrière, Jean-Michel Noguès, mais peut-être que quelqu'un quelque part reconnaît peut-être quel Jean-Michel ça peut bien être ici sur la photo. Quelqu'un quelque part a peut-être la réponse au mystère de ce qui est arrivé à Brigitte Trogneux. Où est Brigitte Trogneux? Est-ce qu'elle a peut-être changé de nom? Est-ce qu'elle est décédée jeune, après avoir mis au monde des enfants? Je ne sais pas les réponses à ces questions. Il nous a fallu des gens comme Xavier Poussard et Natacha Ray. Il aura fallu près d'une décennie de leur vie pour nous amener jusqu'à ce point. Et beaucoup d'entre eux sont même allés jusqu'à renoncer à leur liberté. Natacha Ray combat et se débat avec le diagnostic d'un cancer et peut-être torturée par la mafia Trogneux. La mafia Trogneux, comme moi je la décris. Parce qu'ils agissent vraiment comme une mafia. Dès que vous commencez à fouiller dans leurs histoires, ils sont là en mode on va légalement vous harceler. Si vous commencez à poser des questions, nous ce qu'on préfère faire plutôt que de répondre à la question, c'est vous enterrer sous le poids des démarches juridiques. Elle a consacré plus d'une décennie de sa vie à faire des recherches. Et maintenant nous avons tous les outils en main pour pouvoir ouvrir cette histoire. Et donc, si vous avez des informations sur cette famille, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est actuellement assis en Algérie et puis vous vous dites « Ouais, non, moi je me souviens de lui, je me souviens. Ce qui est en train de se passer en Algérie actuellement, peut-être que vous êtes allé à l'école avec Jean-Michel Trogneux. Et puis peut-être aussi que vous êtes dans l'armée française et que vous vous apercevez qu'il y a quelque chose d'étrange avec l'accès au dossier parce que il y a un dossier militaire. Un dossier militaire, il existe à propos de Jean-Michel Trogneux, mais il est verrouillé. Un dossier qui est pourtant censé être mis à la disposition ouverte du public, mais qu'ils refusent de rendre disponible et ils ne veulent tout simplement pas nous expliquer pourquoi. À la place, ils veulent juste nous tromper complètement en disant mais non, il est très très privé, il est très pudique sur sa vie privée, il fait très attention. Oui d'accord, bon il va à l'inauguration, mais il est tellement discret qu'il veut même pas être avec sa famille ou s'impliquer de quelque façon que ce soit avec eux. Non, il préfère rester avec David de Rothschild. Aidez-moi les gars, aidez-moi. Si vous avez des informations, envoyez-les à info@candace.com. Pardon, info@candaceowens.com. C'est mon instinct. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ceux d'entre vous qui sont en train de commenter, qui commentent en ce moment et qui disent que nous sommes potentiellement en train de regarder à une histoire d'inceste. Moi, c'est mon instinct. Je pense que ça doit être un secret si grand que ça explique leur façon de réagir. Parce que ce type de violence, dans la façon dont ils traitent les journalistes notamment, c'est vraiment une violence émotionnelle de faire ce genre de choses. Et ils le font comme s'ils savaient que le vice c'est bien, mais l'inceste c'est bien meilleur, et que les choses doivent rester en famille. Ok les gars, maintenant je vais voir certaines de vos questions qui arrivent en ce moment. J'espère que je suis bien équipée pour y répondre. Cette personne écrit, je viens juste d'avoir le livre Becoming Brigitte aujourd'hui, j'ai trop hâte de le lire. Et merci pour tout le travail que les gars vous faites. Franchement, cette série, c'est super. Franchement, je vais vous dire, cette série, ce podcast, c'est juste qu'une petite fraction du travail que Xavier Poussard a fait et a mis dans son livre. Où il est allé beaucoup plus loin que moi je l'ai fait aussi et ici et il m'a dit ok, si on veut que la série puisse avancer, puisse bouger, puisse aller plus en profondeur, faut faire quelque chose. Donc vous voyez aujourd'hui voilà, on a encore un petit peu allé plus loin. Je vous ai parlé de l'oncle. On n'était même pas encore arrivé à cette histoire de l'oncle. Et vraiment de voir le succès de ce livre, les gens qui demandent déjà à avoir les droits sur le livre pour les traduire dans différentes langues. Je reçois même des emails pour Xavier directement qui arrivent dans ma boîte email. Et je suis tellement ravie pour lui parce que comme je vous l'ai dit, sa famille, vous voyez quel sacrifice il a fait. Des journalistes comme ça, on n'en voit plus aujourd'hui. Des journalistes qui sont prêts à abandonner et à modifier fondamentalement leur vie pour la cause de la vérité et s'opposer au vrai pouvoir, aux abus systémiques. Nadia nous donne des tonnes d'emojis de vomi juste en parlant du sujet de l'inceste. Candace, nous sommes là avec toi. C'est incroyable d'entendre quelqu'un dire cela sur le devant de la scène et admettre librement. Ali nous dit Candace, les médias ont empoisonné mon esprit contre toi pendant si longtemps et je suis vraiment désolée parce que maintenant je suis ici et j'y reste parce que tu es l'une des personnes les plus élégantes et les plus inspirantes que j'ai jamais entendues. Merci. Merci d'avoir toujours dit la vérité. Tu es totalement pardonnée. Je sais qu'il y a tant de gens qui ont entendu des mensonges à mon sujet
L'année dernière notamment, lorsque j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, il y a juste eu un turning point où tout a commencé à switcher, à changer. Ils ont commencé à essayer de dire aux gens que j'étais littéralement un Adolf Hitler moderne. C'est vraiment le scénario qu'ils ont essayé de vendre aux gens à mon sujet. Et il y a juste quelques semaines, juste avant que la série sorte, ils ont même essayé de convaincre le public ici aux États-Unis que c'était moi qui inspirais les fusillades dans les écoles. Et vraiment, c'était hallucinant de voir ce que les médias étaient capables de faire à quelqu'un quand la personne s'approche à ce point de la vérité. Et je pense que tous, à des niveaux différents, il faut vraiment nous remettre en question et commencer à questionner, à remettre en question notre relation avec les médias. Ma prise de conscience, Ali, s'est passée un petit peu plus tôt que la vôtre, mais j'ai eu aussi ce moment, j'ai cru tout ce que je lisais dans la presse, parce qu'on se dit qu'en fait, on serait fou, on serait dingue de penser que les médias puissent à ce point protéger tout ce qui est maléfique, tout ce qui est mal dans ce monde, et préféreraient attaquer ceux qui font le bien, ceux qui disent le bien. Et malheureusement pourtant, c'est la situation dans laquelle on semble être aujourd'hui. Et c'est une belle chose de se réveiller et d'avoir surtout l'humilité d'admettre qu'on a eu tort. Et peu de gens ont ça. Vous savez, les gens disent « Ah, ça fait des années que je dis ça, donc je suis obligée de maintenir le cap maintenant. » Donc, bienvenue, je suis très heureuse de vous avoir ici. Il y a Wave qui écrit « Tu es super ». Merci les gars, vraiment pour les compliments. J'en avais besoin, j'étais tellement fatiguée aujourd'hui. Vous savez, quand on est enceinte, on a des jours avec, on a des jours sans. Et ce matin, c'était ce genre de matinée où je me disais « Non, j'ai pas la force de le faire, j'ai pas la force. » Et maintenant, grâce à vous, je me sens vraiment beaucoup mieux. Il y a Michel qui écrit, alors vendredi soir, qu'est-ce que tu vas sortir? La fausse lune, MK, quel sujet tu vas aborder? Donc oui, j'ai annoncé que demain, donc ce soir, vendredi, j'annoncerai ma prochaine série. Et c'est vraiment énorme. Nous n'allons pas la commencer demain, mais je vais l'annoncer demain. Donc croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'épisode de vendredi. Donc elle essaie de deviner, est-ce que c'est Epstein? L'homme a-t-il marché vraiment sur la lune? JFK, l'acte de naissance d'Obama? J'aime trop vos suppositions, mais vous devrez attendre la révélation. Alison vient juste de faire un don pour soutenir ce programme, donc merci beaucoup. Et après, la série de questions-réponses se poursuit un petit peu. Il y a quelqu'un qui pose une question de se dire est-ce que peut-être il faudrait pas se pencher du côté de Mimi Marchand parce qu'elle a été tellement proche de la famille, elle a certainement accès à des informations et étant brouillée avec les Macron, peut-être qu'elle serait disposée à partager ces informations et Candace lui répond que pour l'instant, Mimi est en plein procès, qu'elle va potentiellement être condamnée, qu'elle est au sein d'un énorme scandale avec l'affaire Sarkozy et que pour l'instant, elle n'a pas d'autres informations et vraisemblablement, elle ne veut pas trop aller sur cette piste-là. Il y a quelqu'un qui écrit, il y avait Macron qui était en live TikTok hier et la seule chose qu'on pouvait lire dans les commentaires en masse, c'était ton prénom, Candace. Fantastique, je suis trop contente déjà de découvrir ça. Il est actuellement dans une vraie crise, en plein milieu d'une crise de relations publiques et il essaie de toutes ses forces de s'en sortir mais c'est maintenant trop tard. Le scandale est maintenant officiellement trop gros. Et à mon humble avis, Emmanuel Macron doit absolument démissionner de ses fonctions. Parce que, Emmanuel, vous avez menti à plusieurs reprises aux Français. Vous avez harcelé des journalistes, vous êtes un monstre. Et pas un monstre de votre propre fait, malheureusement, parce que vous avez été ciblé quand vous étiez petit. Et pour être honnête, une partie de moi se sent mal pour vous, a de la peine pour vous, mais vous êtes un dommage collatéral. Et ce que vous avez fait par la suite est absolument impardonnable. En tant que leader d'un pays, ce que vous faites est impardonnable. Et plus personne vous prend au sérieux maintenant. Et il va bientôt se rendre aux États-Unis, mais personne n'y croit. Quelle que soit l'ombre qui est derrière vous, laissez-la passer par-dessus vous et laissez-la avoir une conversation avec le président Trump parce que c'est vous, parce qu'on sait que c'est pas vous qui prenez les décisions, que vous n'avez été juste créé que pour la fonction. Vous n'êtes pas réel, vous n'avez aucune pensée de vous-même. Vous êtes vraiment le candidat marionnette. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez absolument aucun pouvoir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai absolument pas eu peur de vous quand vous avez envoyé cette lettre. Parce que pour moi, vous êtes absolument personne. Ce que je ressens en revanche, c'est votre peur d'être vu, d'être pris en fait la main dans le sac. Et ce qui me terrifie, c'est ce que les gens ont écrit à propos de toi, à propos de vous, vos propres gens, les Français, qui vous ont décrit bien souvent, bien dans de nombreux articles de presse, comme étant un psychopathe. Les gens vous ont décrit comme étant presque psychopathe, comme ayant aimé faire du mal aux gens pendant toute la période Coco. Et je me demande à quel point ton enfance, votre enfance, Emmanuel, avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui marié, a eu un impact sur vous. Et donc ensuite, Candace finit avec une dernière question, et puis elle dit à quel point elle est bénie d'avoir pu rencontrer, croiser le chemin de Xavier Poussard. Elle est reconnaissante également d'avoir eu le courage de pouvoir regarder à cette situation et avoir littéralement été mutilée, caricaturée, blessée, traitée de folle par tous les médias. Et que cela ne l'ait finalement encouragé que davantage à s'impliquer dans la cause. Et donc elle remercie son public par la suite et j'aimerais en faire de même. Je crois qu'on a